Il est 22 heures, nous sommes sur la chaîne de référence Antena. C'est l'heure de suivre votre émission hebdomadaire Podium F, comprenez Podium de la femme. Pour cette émission nous bouclons le mois de mars, mois dédié à la femme. Nous avons le plaisir de changer avec une grande femme qui a voulu bien nous recevoir chez elle en vue de réaliser cette émission. C'est une grande femme qui a évolué depuis plus de 20 ans au sein de la société civile. Il s'agit de Maître Omokoko Adine Dor, membre de la plénière de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Bonsoir. Bonjour madame. Bonsoir. Bonjour, ça dépend. Bonjour, ça dépend à laquelle ils vont nous suivre, les téléspectateurs. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons jugé bon clôturer les mois de la femme avec vous. Merci, je suis très honorée. Ça vous a chanté? Très honorée. Voilà, Madame Adine, vous évoluez au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI, particulièrement dans la plénière de la centrale électorale. Mais parlez-nous un peu de vous, parce que moi je vous ai vu évoluer au sein de la société civile plus de 20 ans déjà. Il y a un thème plutôt pour le mois de la femme, mais parlons d'abord de vous. Parce que vous êtes en face de nous. Comment ça a été? Vous avez commencé comment jusqu'à vous retrouver aujourd'hui dans la plénière de la centrale électorale? Merci. Je vais d'abord devoir me présenter pour nos téléspectateurs. Je suis Omokoko Asamato Adine Dor. De profession, je suis avocate. Je suis militante de droits des femmes et de droits des jeunes filles. Wow. Depuis mes 19 ans, j'étais encore étudiante et donc les téléspectateurs comprendront pourquoi vous me connaissez depuis longtemps. J'ai fait mes écoles. Je suis née et grandie à Kinshasa, évidemment, avec quelques moments passés en province. Quand les parents étaient obligés d'aller travailler en province, particulièrement dans la province de l'Équateur, dans la ville de Mbandaka, où j'ai commencé mes premiers pas scolaires à l'école libre de Mbandaka. Et j'ai eu mon certificat d'école primaire au complexe scolaire d'Ibassana. Je suis quand même passée dans plusieurs écoles avant de finir là-bas. J'ai eu mon diplôme d'État, section commerciale et administrative en 1996 au lycée Pico à Lemba. Donc j'ai eu un cursus permanent pendant 6 ans dans cette école et je suis allée parfaire l'université à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit, option droit économique et social. Je suis puisqu'il me reste présenté mon mémoire, apprenant en master électoral à l'école de formation électorale pour l'Afrique centrale. Et voilà, j'ai été conseiller juridique. Vous ne vous retrouvez pas à la CENI comme par hasard? Non, pas comme par hasard. J'ai été conseiller juridique à l'Office congolais de poste et téléphone et télécommunications pendant 5 ans et conseillère au ministère provincial du genre, éducation, communication, information, environnement et tourisme comme secrétaire permanente. J'avais rang de conseillère, secrétaire permanente en charge des questions des marchés publics. Donc j'ai géré la cellule de passation de marchés publics. Et après cela, je suis venue à la CENI comme conseillère principale d'un membre de la plénière. Ok, là c'est la CENI, le mandat passé. Mandat passé, voilà. Oui, depuis Malumalu, après Malumalu. C'est le deuxième cycle. Troisième cycle. Voilà. Malumalu et puis Nanga. Pasteur Ngoï Moulou. Non, après le pasteur Ngoï, depuis Nanga. 2013. Ok, depuis 2013. Voilà, Malumalu et Nanga. Voilà, j'étais conseillère principale d'un membre de la plénière. Et bon, je suis venue compétir comme tout le monde à la commission paritaire mise en place pour pour la mise en place des animateurs de la CENI. Et j'ai été quand même retenue parmi les 15 membres qui doivent animer la centrale électorale. C'est pas un cadeau, voilà. Vous avez mérité ça, Madame Adine Omokoko. Bon, je ne dirais pas que ce soit un cadeau, je crois que c'est le travail d'un dur labeur. Déjà, je dirais commencer à travailler parce que
le bénévolat, le volontariat au sein de la société civile est vraiment un travail auquel il faudrait vraiment mettre non seulement beaucoup de soi, mais aussi beaucoup du temps, hein, pour apprendre, connaître et arriver à défendre les droits des unes et des autres, et donc parmi lesquels, comme il fallait militer pour la tenue des élections afin d'avoir des institutions stables et démocratiques dans notre pays. Et voilà, comme ça je me suis retrouvée. Je suis une militante de droits des femmes, évidemment, dans les organisations de la société civile. J'ai commencé dans une plateforme appelée Club Amis de la petite et jeune fille. Et bon, je dois dire parallèlement aussi, j'ai milité dans les structures para-universitaires, hein, au sein de l'université de Kinshasa. Mais plus, c'était au sein des organisations de la société civile dans la ville. Après Club Amis de la petite et jeune fille, j'étais dans Cause Commune. Après Cause Commune... alors avec Madame Maître Marie-Madeleine Kalala. Oui. Après, vous avez presté aussi au cadre de concertation permanente de la femme congolaise. J'en arrive. Okay. Après Cause Commune. Je suis allée vite en besoin. Voilà. Après Cause Commune, nous avons mis en place Espace Femmes, qui est une structure d'appui à la construction de la paix des femmes. Je peux me permettre le terme ambassadrice de la paix, parce que nous militions pour que la guerre à l'Est puisse finir, bien qu'il y ait encore des foyers de tension. Pendant le dialogue intercongolais, le caucus de femmes a vu les jours. C'est une plateforme des organisations des femmes qui ont milité pour l'inscription de la représentation de femmes dans la constitution de la transition et même la constitution actuelle. Le caucus de femmes militait pour la participation accrue de femmes dans les institutions de la transition à l'époque. Et en 2005, avant l'organisation des élections, le caucus de femmes a été évalué et c'est en ce moment-là qu'a vu le jour le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, où j'ai été élue pour représenter en sa tête, Madame Rose Mutombo, présidente nationale. Évidemment, le cadre de concertation a comme particularité la participation des femmes tant de la société civile que politique. Et comme nous voulons garder la neutralité dans notre façon de travailler, et donc c'est la société civile qui dirige les cadres permanents. Le CAFCO existe jusqu'à maintenant? Oui, il existe jusqu'à maintenant. Et l'évolution, c'est sans problème? Sans problème, évidemment. Maître Omokoko Adindor, vous avez un CV costaud. C'est pas qui trop embrasse mal les trains? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il faut se dire que tout ce que j'ai pu faire dans mon parcours là est resté vraiment dans un cadre de ma discipline de formation. Donc quand on fait le droit de l'homme, on fait le droit, la promotion et défense des droits des femmes, en tout cas, c'est dans la filière juridique dans laquelle j'ai embrassé depuis l'université. Et même par rapport aux élections, je dois dire que j'ai été appelé à participer déjà depuis 2004 dans le cadre de concertation des observateurs électoraux, le CDCE à l'époque, qui était chapeauté par l'Eurodécic. Et donc, c'est là que j'ai appris les b.a.-ba des élections. Parlez-nous un peu de la plénière de la CENI. C'est quoi une plénière? Et qu'est-ce que vous faites exactement au sein de cette plénière? Il y a combien de membres? Et puis, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés, vous personnellement? Il y a tant de femmes. Il y a beaucoup de femmes leaders, il y a beaucoup de femmes qui sont capables dans les organismes, les regroupements, les structures de femmes, ainsi de suite ici à Kinshasa et en RDC en général. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on puisse porter le choix sur votre modeste personne? Je commencerai par la fin pour rebondir à la manière dont nous avons été sélectionnés. Je vous en prie. La plénière de la CENI est l'organe de décision, d'orientation, de contrôle du bon fonctionnement du bureau dans l'administration électorale. Et donc nous sommes comme une commission évidemment avec un bureau et une plénière.
Et c'est nous qui sommes les personnes appelées à valider et à donner un cutus en termes plus simples pour que les décisions de la CENI puissent être mises sur pied. Et bon, pour me retrouver à la centrale électorale, je disais tantôt que nous nous retrouvons selon les thématiques. J'ai parlé tantôt en 2006. Vous n'avez pas corrompu pour vous retrouver là parce que... Corrompre qui et comment et pourquoi? Parce que la RDC, la corruption bat son plein. Vous me connaissez, je ne suis qu'une fille modeste, d'une famille modeste, et donc je devrais corrompre les députés qui gagnent plus que mon père. Je devrais commencer comment? Non, non, je ne pense pas que cela soit le cas. Et l'exercice a été comment? L'exercice a été quand même... bon, revenons à l'histoire. Et voilà, donc j'ai parlé du CDC en 2006. En 2011, nous avons mis en place AETA comme cadre de concertation des observateurs électoraux. Pour les élections libres, voilà. Et en 2018, on a mis en place la CIMOCEL qui a pour particularité évidemment l'observation électorale et CAFCO étant membre de la CIMOCEL. Et c'est comme ça que lorsque dans les plaidoyers pour la modification de la loi, l'on retient les confessions religieuses à la présidence de la CENI et aussi à la plénière de la CENI, on retient les organisations d'éducation civique et électorale, on retient les organisations des femmes, on vient retenir pour l'innovation de la loi de la CENI cette fois-ci les organisations d'observation électorale dont la CIMOCEL, et c'est par la CIMOCEL que mon dossier a été reçu et déposé au niveau de la commission paritaire à l'Assemblée nationale, et j'ai dû passer l'interview comme tous les autres candidats. Et bon, moi, c'est ici que il faudrait toujours reconnaître la présence de Dieu. Je suis chrétienne, de foi chrétienne en tout cas, et je le confesse, que dans toute chose, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. J'ai dû passer mon test comme tout le monde. Et voilà que bon, la part de Dieu a fait que ce soit ma personne qui puisse être retenue. Voilà, maître, sans nul doute, il y a eu des difficultés et la discrimination. Je me dis, une femme jeune, belle, vous confiez une responsabilité énorme. En tout cas, ce n'était pas facile. Il y a eu des acharnements, il y a eu des contestations vaines, ainsi de suite. Mais comment vous avez arrivé à convaincre? Bon, je crois que j'ai eu à convaincre le jour où j'ai dû passer mon interview. Certes, de ma personne, il y avait quand même cette peur, cette crainte de savoir, bon, c'est comme un examen devant des députés que vous ne connaissez pas, dans quelle commission il y a des professeurs d'université, il y a des grands avocats, il y a des politiciens rodés, et bon, il fallait convaincre toutes ces personnes-là, et je crois que, bon, ma part a été faite. Et les difficultés, en tout cas par rapport à ma candidature, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Je ne l'ai pas ressenti. Pour preuve, quand j'ai passé mon test, après je suis partie vaquer à mes occupations. J'étais dans mes dossiers judiciaires, dans CAFCO et tout. Et c'est juste après que je serai appelée par le bureau que on était en train de nous entériner. Et donc je crois que la commission a dû faire son travail tel qu'il se devait. Et nous, on a fait notre part. Et aussi Dieu peut-être a su convaincre ces députés-là pour me choisir. Et donc, par rapport à cela, c'est peut-être un message que je pourrais lancer à la jeunesse féminine. C'est quand vous croyez en quelque chose, n'hésitez pas, faites-le. Faites-le bien, faites-le avec intelligence, avec abnégation, et vous arriverez à convaincre. La discrimination, je dirais peut-être qu'elle a été plutôt positive, parce qu'on avait besoin aussi d'avoir quand même une représentation féminine au sein de l'institution, bien que nous n'atteignions pas encore la parité. Nous sommes 4 femmes sur 15, et donc je crois que le combat continue. Nous sommes en train de nous battre pour que, mais après nous, que nous puissions laisser quand même un cadre légal qui favorise les femmes au sein de l'institution, au sein des institutions, parce que la CENI, vous savez que c'est une institution conseillère au gouvernement par rapport aux questions des élections. Les 28, pas plus tard que le 28 mars, vous avez eu à échanger avec une délégation constituée de jeunes filles
je ne sais pas, de Kinshasa, de certaines écoles ciblées de la capitale Kinshasa. La visite s'était inscrite dans quel cadre? Dans le cadre du mois de la femme, parler du thème du mois de la femme retenu pour cette célébration qui fait allusion au réchauffement climatique, ou bien c'était pour sensibiliser, parler des élections. C'était de quoi exactement? Vous avez fait allusion à quoi? La dynamique de cette année, c'était de créer un pont entre les jeunes leaders et la jeunesse directement, pour que cette jeune fille puisse se retrouver en pas une grande maman, mais quand même une jeune maman, et puis se dire, bon, demain je pourrais être comme lorsque Madame vous regardez le jeune fille congolaise, à première vue, elle vous inspire quoi? À première vue, elle m'inspire la volonté de les encadrer. Il faut se dire, il ne faut pas se voiler la face. Le mal a atteint un niveau très profond dans notre société, et la fille qui a été longtemps marginalisée continue à subir les conséquences de ces maux qui rongent notre société. Et donc, c'est de notre responsabilité de... Certes, nous avons bénéficié de l'encadrement des mamans, de l'encadrement des aînés. Nous avons intérêt, nous aussi, comme on le dit chez les chrétiens, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Et donc, pour que nous puissions construire un Congo stable, pour que nous puissions arriver à militer, à revendiquer, pour que nous puissions atteindre la parité, nous avons besoin de former cette jeune fille. La jeunesse congolaise, la frange féminine a besoin d'être formée, d'être encadrée, d'être responsabilisée, pour que à l'avenir, quand elle deviendra femme responsable dans quelque domaine que ce soit, puisse y accéder avec beaucoup d'assurance et beaucoup de perspicacité dans le travail qu'elle est appelée à faire. Voilà. Pour la célébration du mois de la femme 2022, les thèmes a plus martelé sur le réchauffement climatique. Par rapport à la jeune fille, parce que vous avez échangé le 28 mars avec un groupe de jeunes femmes, ainsi de suite, comment est-ce qu'on peut procéder pour que les filles puissent s'approprier de ces thèmes qui fait allusion au réchauffement climatique? D'abord, il faut continuer à mener des activités de lien, des activités de mentoring, où la jeunesse a besoin d'avoir un modèle, un mentor qui puisse l'inspirer pour s'activer au sein de la société. Et aussi continuer à informer la population. Vous savez, la RDC est constituée comme deuxième poumon de la planète, avec cette forêt vierge que nous possédons. C'est nous qui permettons à ce que nous puissions absorber tous les gaz négatifs à la survie, à la vie dans notre planète. Et aussi... certes, il faut les informer, mais les sensibiliser sur les bonnes pratiques de la préservation de la nature, de la préservation de l'environnement. Et donc, moi, je trouvais que c'était une aubaine d'échanger avec ces différentes jeunes filles. Et il y avait aussi des jeunes garçons venus des écoles de Kisenso, Matete, Massina. C'était... cet échantillon de la jeunesse représentée pour communiquer avec eux par rapport au thème du mois de la femme, et aussi les sensibiliser par rapport aux questions électorales. Parce que vous savez, quand viendra le moment de l'enrôlement ou de l'enrôlement, l'identification, de la révision du fichier électoral, vous savez que les jeunes qui auront 18 ans pourront déjà aller, quand bien même ils seront encore au niveau des humanités ou même à l'université, leur premier pas à l'université, pourront être inscrits dans... C'est la CENI qui va assurer cette opération, ou bien les ministères de l'Intérieur? C'est une opération électorale et l'enrôlement est consacré par la loi de 2004 sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. C'est vrai, dans des salons politiques, les discussions se font, mais du moins, c'est une opération qui assure aussi l'indépendance et l'autonomie d'action. Ça ne relève pas de la compétence du ministère de l'Intérieur? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je disais que ça relève, ça dénote même de l'action de l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Okay. Nous avons besoin seulement
des électeurs pour arriver à organiser les élections. Et il faudrait se dire, c'est vrai que ça se discute dans les salons politiques et tout. Depuis Sun City, la RDC a opté pour l'organisation des élections avec un organisme de gestion des élections indépendante. Raison pour laquelle il y a eu la CEI en 2004, la CENI en 2011, et la CENI en 2018 et la CENI en 2021. Et donc, point pour moi d'avoir une discussion dans ce sens, et donc il faudrait que chacun puisse intérioriser cela. Maître Adine, les Congolais sont préoccupés par la tenue des élections en 2023. Dans les salons de Kinshasa, au quotidien, on parle toujours des élections. Ça aura lieu ou pas? Il y aura glissement? Ça sent déjà les glissements, on ne sait pas. Parce que vous êtes de la CENI, essayez un peu de nous éclairer là-dessus. Est-ce que la CENI est en mesure, sera en mesure d'organiser les élections dans le délai? Parce que vous n'êtes pas déjà en retard, vous n'avez pas accumulé déjà un retard par rapport au délai prévu pour la tenue des élections. Merci pour la question, et évidemment elle est très pertinente, mais seulement il faudrait que, au travers de votre micro, que la population sache que la CENI a déjà publié sa feuille de route pour l'organisation des élections. Les premières élections à venir sont celles des gouverneurs de province, dans les 14 provinces dont les gouverneurs ont été déchus par des motions de défiance. C'est au mois de mai. C'est au mois de mai. Nous avons mis en place déjà les bureaux de réception et de traitement des candidatures qui ont dû fermer il y a 2 jours. Et aussi, on se prépare au contentieux des listes par rapport à cela, et après l'organisation des élections au niveau des assemblées provinciales de ces 14 provinces. Nous continuons à cheminer avec notre feuille de route. Vous avez vu que nous avons déjà lancé les tenues des cadres de concertation avec les différentes parties prenantes, et donc les cadres de concertation avec les sociétés savantes ont eu lieu, et nous sommes en train de réfléchir comment redéfinir ou réorganiser la cartographie électorale dans les jours à venir. Et donc la CENI est en train de fonctionner dans le respect de sa feuille de route. Si on tient compte des foyers de tension à l'est de la République démocratique du Congo, vous pensez que les élections auront lieu bel et bien? Parce que là, les rebelles, le M23, continuent à s'aimer la terreur et la désolation à l'est de la République démocratique du Congo. La particularité du Congo est que depuis 2004, les élections sont toujours organisées pendant qu'il y a quand même des foyers de tension. Loin de moi l'idée de cautionner ou d'encourager cela. C'est une façon peut-être pour moi d'en appeler à la bonne foi, à la bonne conscience. Ces élections ont été contestées. On a clamé au effort à la tricherie par rapport aux résultats de l'Est du pays. Ça, c'est une autre paire de manches, mais laissez-moi d'abord évoluer. Je vous en prie. Et en 2004, il y a eu, en 2011, en 2018. Et je n'encourage pas ce que j'étais en train de dire, mais seulement, il faudrait aussi comprendre que l'organisation des élections c'est fait avec le concours de toutes les parties prenantes, dont les gouvernements met sa main, le Parlement par rapport aux lois, l'Assemblée nationale et le Sénat, toutes les institutions par lesquelles la CENI aura besoin pour fonctionner. Et la chambre basse du Parlement vous a facilité la tâche, vous trouvez? Le retard déjà accumulé, ce n'est pas occasionné par cette chambre du Parlement? Le retard, comment? Parce qu'à la session de mars est consacrée aussi par rapport aux questions électorales. Et les députés vont s'atteler à nous produire de lois pour nous donner un cadre légal pour organiser les élections. Et donc j'étais en train de dire, la CENI à elle-même n'organise pas les élections parce qu'elle est CENI. Elle organise les élections avec le concours de toutes les autres institutions, et donc chaque institution devra pas prendre sa part de responsabilité. Il ne reste que 9 mois à la CENI pour organiser toutes les opérations, pour organiser, je ne sais pas, les préambules des élections. À cette question, je vous renverrai à aller consulter la feuille de route et revenez nous dire si la CENI ne respecte pas les étapes de sa feuille de route. Et donc, toutes les parties prenantes doivent agir en toute responsabilité pour que la CENI organise les élections au temps
convenu. Voilà, bien que la CENI a publié sa feuille de route, mais il y a quand même des contraintes liées à cette feuille de route qui peuvent empêcher la tenue dans les délais des élections de 2023. Ben voilà, c'est pourquoi j'étais en train de vous dire, consultez la feuille de route. Dans la feuille de route, nous avons énoncé quelques contraintes liées à l'organisation des élections, dont il y a les financements des élections qui ne dépendent pas de la CENI. Ce n'est pas la CENI qui élabore les budgets. La CENI reçoit sa dotation pour l'organisation des élections qui a une application sur la logistique électorale, toute la logistique qui devra accompagner la tenue des élections, et aussi les contraintes liées aux lois. Et donc, si l'on nous produit les lois à temps, et donc nous aurons on aura à avoir toutes les manœuvres pour arriver à organiser des élections autant qu'on veut. Donc, ceux qui clament haut et fort les glissements, vous leur dites niet, les élections auront bel et bien lieu en tout cas, jusque-là, les 2023. élections auront bel et bien lieu en 2023. Nous ne nous sommes pas encore dédits de cette option. Loin non plus de cette idée du dialogue. Bon, ce n'est pas à la CENI de dire aux acteurs politiques de dialoguer, ce n'est pas à nous. Nous sommes dans une spécificité technique. Nous préparons techniquement l'organisation des élections. Si les politiques estiment qu'ils doivent aller au dialogue, c'est à eux d'apprécier. Mais moi, je pense que il faudrait... C'est là aussi de notre de la culture politique, une culture élevée politiquement. Il faudrait arriver à créer une confiance mutuelle, arriver à créer un environnement qui permette à tout le monde d'agir en fonction de l'organisation de ces élections et aussi en toute responsabilité que les gens puissent accepter les résultats qui pourront se venir. Vous aviez parlé tantôt de la contestation des résultats aux élections et donc pour moi je considère que les Congolais, les politiques congolais ont besoin de construire un climat de confiance pour que la population ne périsse pas lorsqu'ils sont en train d'aller devant un juge électoral pour contester les résultats. Ça va se passer comment pour les provinces où, bien qu'il y ait état de siège, mais l'insécurité est grandissante? Les provinces concernées par l'état des sièges ne sont pas concernées par les élections. Oui. Et donc, ce que j'étais en train de redire, et je le répète, par rapport à la question de la sécurité, et donc le gouvernement congolais est assez responsable pour régler cette question. La CENI n'est pas compétente pour les gérer. Et donc, cette question, si elle est gérée au niveau du gouvernement, et la CENI pourra se déployer. N'oubliez pas que j'ai dit tout à l'heure que nous avons déjà lancé un grand nombre des cadres de concertation avec, et donc les cadres de concertation avec les institutions, avec les institutions prendront en charge toutes ces questions liées à la sécurisation des élections et donc nous pourrons trouver des issues de sortie. Et donc à mon niveau, à ce stade, je ne pourrais pas, même si je pouvais avoir un point de vue, je ne pourrais pas dire que ça se passera de telle manière parce que cela ne dépend pas uniquement de la CENI et donc il faudrait que tous les acteurs en présence puissent se mettre d'accord pour lever des options à l'organisation de ces élections. Voilà, après la tenue du scrutin de gouverneur vice-gouverneur dans les provinces concernées, la CENI va passer à quelle étape? À ce stade, au niveau de la CENI, nous avons ouvert les bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC dans ces différentes provinces qui ont fermé il y a 2 jours. Et après la publication de la liste provisoire de la CENI, il y a un moment qui a été consacré au contentieux de liste pour que les cours administratives d'appel de ces différentes provinces puissent connaître les contentieux liés aux candidatures par rapport aux gouverneurs qui sont en lice, aux acteurs politiques et à la société civile et même à la population tout entière. C'est de la même manière que le Parlement a donné confiance à l'équipe de la CENI actuelle. Je nous en appelle à suivre l'information électorale telle qu'elle est donnée et non à faire des analyses quelquefois erronées, quelquefois qui désorientent la population. La presse approchait la CENI. Nous avons notre rapporteur qui est chargé de notre communication institutionnelle. C'est à partir d'elle que vous recevrez l'information et la vraie en temps réel par rapport à l'évolution du processus électoral. Et pour le reste, que Dieu nous bénisse et qu'il garde le Congo et que cette paix que nous souhaitons
de tout cœur puisse vraiment être effective. Je m'incline et je compatis avec nos frères qui tombent à l'est de la République. Les dernières nouvelles par rapport à cette guerre injuste et cette guerre d'agression, ça il faudrait avoir le courage de le dire, que nous subissons tout simplement parce que nous sommes Congolais, et tout simplement parce que Dieu a tant aimé le Congo qu'il a enrichi le sol et le sous-sol congolais. Voilà. C'est la fin de cette émission Podium F qui boucle la boucle du mois de mars, mois dédié à la femme. Si vous avez pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est demain vendredi à 8h, heure de Kinshasa. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.